Dans un contexte politique tendu à l'approche de la présidentielle de 2025, Simone Évêque Gbagbo sort du silence. L'ancienne première dame et présidente du mouvement des générations capables présente son grand projet pour la Côte d'Ivoire: réconciliation, souveraineté, développement et valorisation du monde agricole. Dans cet entretien exclusif, elle partage sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle, unie et prospère. Petit silence ou musique de fond. Bienvenue sur Info Afrique, votre chaîne d'analyse et d'actualité politiques africaines. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidatures. Comment comptez-vous convaincre que votre candidature incarne une véritable alternative dans ce scrutin? Oh, je peux dire en toute modestie que je suis quand même un petit peu connu sur ce terrain politique de la Côte d'Ivoire. Et les projets que j'ai pour cette nation, c'est des projets qui peuvent et qui doivent intéresser les Ivoiriens. Oui, je pense que je peux compétir et je pense même que je peux gagner. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et exportateur de fèves de cacao qui représente plus de 40% des exportations du pays et 20% de son produit intérieur brut. Mais les producteurs ne s'estiment pas assez rémunérés à leur juste valeur, avec un prix d'achat fixé à 1500 francs CFA le kilogramme. Quelle est votre stratégie pour l'amélioration des conditions dans ce secteur? Vous savez, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que nous cessions d'être de simples fournisseurs. Nous produisons du cacao. Nous sommes le premier pays producteur de cacao dans le monde. Nous devons être le premier pays transformateur du cacao dans le monde. Or, avec le cacao, on peut créer de nombreux nouveaux produits qui peuvent être rentabilisés et qui peuvent venir augmenter, n'est-ce pas, les capacités financières que le producteur, n'est-ce pas, retire de sa vente. Tant que nous sommes maintenus comme des simples pourvoyeurs de produits bruts, nous ne serons pas satisfaits parce que nous n'aurons pas la possibilité d'apporter, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose de nouveau à la valeur de notre produit. Il nous faut passer à ce cap-là. Et quelles sont vos stratégies, effectivement? Mais la stratégie, c'est premièrement de prendre le producteur en main, de le former plus. Il sait produire, mais il faut qu'il sache également au niveau de quand il a produit, et même quand il produit, il faut qu'il sache être encore plus valeureux. Donc, beaucoup de formation, beaucoup d'encadrement. Il faut également réorganiser toute cette structure pour que lorsqu'il a produit, il soit capable de déjà faire de la première transformation. Ça va lui permettre d'ajouter quelque chose. Donc, à ce niveau-là également, formation, encadrement, apport financier, construction sur place de toutes sortes de magasins, de dépôts, de conservation du produit qui est sorti du champ, de manière à ce que, s'il est nécessaire qu'il fasse du stockage, qu'il puisse agir également à ce niveau-là. Que la vente sur le marché international également soit réformée pour que toute cette vente-là n'échappe pas aux producteurs pour être uniquement entre les mains d'intermédiaires qui très souvent ne sont même pas des Ivoiriens. Donc, à ce niveau également, il y aura du travail à faire pour réformer tout le système. Madame la présidente, la facture d'importation alimentaire de la Côte d'Ivoire a dépassé 900 milliards de francs CFA en 2024, selon les chiffres officiels. Pourtant, le secteur agricole est un pilier important de l'économie ivoirienne et occupe plus de 50% de la population active. Comment expliquez-vous ce paradoxe? À ce niveau-là, vous voyez que dans ce pays, le producteur, l'agriculteur qui est coté, c'est celui qui produit, n'est-ce pas, tout ce qui est agriculture de rente, café, cacao, euh, anacarde, EVA, etc. Mais lorsque vous venez et que vous dites vous êtes producteur de tomates, vous êtes producteur d'aubergines, vous n'êtes pas considéré même comme un acteur économique. Il faut transformer cela. Il faut accorder une plus grande valeur, une plus grande place à la production vivrière. Le producteur de tomates, le producteur de manioc, le producteur d'igname doit être aujourd'hui valorisé. C'est à ce prix-là que nous pourrons renverser, n'est-ce pas, cette situation-là. Le producteur de volailles, l'éleveur de poissons, il faut pouvoir valoriser cela pour baisser euh,
ce prix-là que vous avez indiqué tout à l'heure. Nous avons été dans ce pays, il y a des années, autosuffisants en riz. Nous avons même fait de l'exportation de riz. Nous avons les terres qu'il faut. Nous avons l'eau qu'il faut. Nous avons des paysans qui connaissent cette technique. Il faut juste valoriser cette activité et il faut juste aider les jeunes à intégrer également cette activité. Aider les femmes à améliorer leurs prestations dans cette activité. Vous allez voir que nous allons être un pays exportateur de tomates, exportateur de riz, exportateur de poissons, exportateur de viande. Oui, à ce moment-là, nous aurons réussi notre défi. Les investissements d'infrastructures dans les routes, le port d'Abidjan ou les barrages hydroélectriques ne comblent pas à ce stade le déficit territorial. Quelle infrastructure envisagez-vous pour un développement équilibré entre Abidjan et les autres régions du pays? Premièrement, au niveau de la production de l'énergie dans notre pays. Nous avons, comme vous avez dit, tout ce qui est infrastructure venu des eaux. Et pourtant, nous avons le soleil dans notre pays. Nous avons le vent dans notre pays. Nous avons la biomasse dans notre pays. Nous pouvons, en utilisant tous ces éléments-là, produire de l'électricité et travailler à faire baisser le coût de l'électricité dans notre pays, le coût de l'énergie dans notre pays. Ensuite, nous avons, depuis le temps du président Houphouët, mis un accent particulier sur la construction des routes dans le pays. C'est très important. Nous devons avoir des routes. Mais aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, non seulement nous devons faire en sorte de joindre une région à l'autre, mais nous devons faire en sorte de joindre un pays frontal, un pays voisin au nôtre, le nôtre à un autre pays voisin. Donc moi, je souhaiterais, mon rêve, c'est que nous ayons des voies ferrées partout. Les voies ferrées entre Abidjan et Odiéné. Vous savez, j'ai habité à Odiéné pendant quelques années. Pour aller à Odiéné, il faut parcourir 900 km. Et quand vous y allez, vous mettez entre 10 heures et 11 heures de route dans les cars. 900 km, ça peut se combler en 3 heures, en 4 heures si on a le train. Est-ce que vous voyez? Et ça peut permettre de transformer de transporter tout ce qui est fret, tout ce qui est produit vivrier doit venir, soit au sud, soit du sud pour venir monter vers le nord, de la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, de la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée, de la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina Faso ou pour aller au Niger. Si nous avons les trains, ce sera beaucoup plus facile. Madame la Présidente, en s'intéressant au secteur de la santé, le budget de la santé reste inférieur à 6% du budget national, largement en dessous des 15% fixés par la déclaration d'Abuja. Quelle politique comptez-vous initier pour améliorer l'accès aux soins de santé et réduire les inégalités sanitaires dans le pays? La première chose, moi je remettrai toute cette politique d'assurance maladie universelle qui va permettre à l'État d'apporter sa participation, aux citoyens d'apporter sa contribution, qui va permettre de créer de nouvelles infrastructures et d'équiper surtout nos hôpitaux. C'est ça, c'est la chose qui est absolument indispensable. Améliorer les plateaux techniques. Et puis, vous voyez, là encore, je vous donne un exemple. Lorsque j'étais à Odiéné, on a eu un malade à Odiéné qui souffrait d'insuffisance rénale. On a dû le descendre à Abidjan pour soigner son insuffisance rénale, qui est une maladie d'urgence. Est-ce que vous voyez? Il faut pouvoir équiper le pays, région par région, créer de grands pôles sanitaires, région par région. Bien équipés, bien complets. Est-ce à dire que les différentes régions ne sont pas suffisamment équipées selon vous? Non. Même Abidjan, à plus forte raison à l'intérieur du pays. Non. Il y a encore trop de choses à faire à ce niveau-là. Tous les plateaux techniques sont à améliorer. Vous voyez que récemment, il y a eu même dans les informations une nouvelle disant que certaines structures de l'État venaient de signer des accords avec d'autres pays pour transporter les malades dans d'autres pays. Vous avez entendu ça? Bon, Effectivement. ça signifie que chez nous, l'infrastructure manque. Les plateaux techniques manquent. Or, nous avons du personnel très bien formé. Nous avons des médecins très compétents ici, en Côte d'Ivoire. Nous avons du personnel techniquement très compétent. Il y a une année même où il y a eu un temps
où des gens quittaient la France pour venir se former, pour venir faire le stage en Côte d'Ivoire. Il faut renouveler cela. Vous accordez dans votre projet de société également une place importante à l'éducation. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique, le taux brut de scolarisation au secondaire avoisine 72%. Quel objectif chiffré fixez-vous pour l'éducation nationale dans chaque segment et comment comptez-vous financer les réformes obligatoires dans votre programme pour l'éducation? La première chose que je souhaite faire dans ce pays, c'est de travailler pour que le nombre d'élèves par classe ne dépasse plus 30 par classe. Aujourd'hui, nous en sommes quelquefois à 60 par classe, quelquefois à 70 par classe, quelquefois à 80 par classe. Moi-même, j'ai été enseignante. Et quand j'étais enseignante, professeur au lycée classique, j'avais des classes de 30 à 35 élèves. Et puis, on est passé de 35 à 40 élèves. J'ai démissionné et j'ai quitté l'enseignement secondaire. Ce n'est pas possible de travailler et d'avoir de bons résultats quand vous avez plus de 30 élèves dans une classe. Il faut travailler à cela. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir former plus d'enseignants. Ça signifie qu'il va falloir construire encore plus d'établissements. Ça signifie cela. Et qu'il va falloir financer cela. Le financement ne reposera pas seulement sur l'État. Quelles sont vos stratégies? Le parent d'élève doit participer. Le parent d'élève doit avoir sa part dans le financement de la formation. N'est-ce pas? Sinon, on ne s'en sort pas. Ce n'est pas la peine de jouer au faux prophète là, on ne s'en sort pas. Mais en même temps, il faut que l'enfant qui est formé soit bien formé. C'est à ce moment-là qu'on rentabilise tout cet investissement-là. Madame la Première Dame, nous allons marquer une courte pause avant d'aborder la question de l'égalité des genres et de sécurité nationale dans la deuxième partie de cet entretien exclusif. On se retrouve juste après la pub. Retour sur ce plateau, bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Vous suivez l'entretien exclusif avec l'ex-première dame, Madame Simone Eivik Babo, candidate du mouvement des générations capables à l'élection présidentielle du 25 octobre. Madame la Première Dame, les femmes représentent plus de 50% de la population, mais seulement 14% des députés et moins de 10% des maires. Quel engagement précis prenez-vous pour atteindre un minimum de 30% de représentativité, comme le recommande l'Union africaine? Et êtes-vous favorable à une loi de quotas contraignante? Je suis très convaincu que les femmes en Côte d'Ivoire ont un rôle extrêmement important à jouer et qui soit un rôle qualitativement important. Mais je ne suis pas inquiète pour cela, pour les femmes. Parce que quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous verrez que les femmes ont toujours été présentes, fortement présentes, dans tous les secteurs, dans le secteur politique, dans le secteur économique, dans le secteur social. Les femmes ont toujours été présentes et très actives. Le problème, c'est que nous avons deux difficultés que nous sommes en train d'ailleurs de dépasser. La première difficulté était d'ordre culturel. On considérait que, bon, les femmes, elles doivent jouer leur rôle, mais elles n'ont pas à intervenir clairement au niveau des prises de décision et de la direction de la société. Donc, au niveau politique, les femmes vont faire tout le travail, mais c'est les hommes qui vont être promis au poste de responsabilité. Aujourd'hui, cette vision-là est en train d'être, n'est-ce pas, d'être dépassée. Et il faut continuer de faire le plaidoyer pour que cette vision-là soit totalement dépassée. Deuxième chose, les femmes, à cause justement de cette vision culturelle, n'ont pas été mises à l'école très vite. De sorte que, je vous donne un exemple concret que nous avons eu à vivre lorsque nous démarrions avec le Front populaire ivoirien. Nous avions dû mobiliser la population contre le parti unique. Mais les personnes qui intervenaient sur ces théâtres de combat-là, c'était surtout les femmes. Principalement les femmes, fortement les femmes. Mais les femmes avec lesquelles nous avons travaillé, qui ont accepté d'offrir, n'est-ce pas, leur corps, leur énergie, leur force pour faire bouger la chose, en Côte d'Ivoire, très souvent, elles étaient analphabètes. Fortement engagées sur le terrain politique, mais au moment où il fallait faire la nomination, on ne pouvait pas les nommer. Ce ne sont pas elles qui pouvaient occuper des postes de députés parce qu'elles étaient analphabètes. Ce ne sont pas elles qui pouvaient nommer des postes de directrices dans les services et tout ça parce que souvent elles étaient analphabètes. Donc, un grand effort
pour aider les femmes à devenir non seulement alphabétisées, instruites, scolarisées, mais compétentes. Et ça aussi, on est en train de dépasser cela. Nous avons aujourd'hui de plus en plus de femmes qui sont capables d'occuper des rangs de ministres, d'occuper des rangs des postes de députés. Et il faut simplement aujourd'hui leur mettre les pieds à l'étrier. Et c'est pour ça que dans les partis, il faut les mettre au travail pour qu'elles apprennent, parce que ça aussi c'est un apprentissage, pour qu'elles apprennent à sortir de leur poste de chef de service au poste de responsable d'une organisation politique. Ça s'apprend. Et ça s'apprend dans le militantisme concret. Il faut leur permettre de faire cela. À ce moment-là, on aura tout ce qu'il faut pour faire la nomination. Madame l'ex-première dame et candidate à l'élection présidentielle, intéressons-nous au volet sécuritaire. Depuis 2020, le nord du pays a subi plusieurs attaques djihadistes, notamment à Kafolo, Toubou-Téini. Quelle est votre stratégie pour renforcer la protection des frontières et la sécurité nationale? Vous savez, nous avons, c'est dans la sous-région, là, l'obligation de travailler ensemble pour organiser la protection. C'est d'abord un problème sécuritaire. Donc, c'est d'abord l'armée. Notre armée elle-même, là, elle doit être une armée républicaine qui travaille pour la République, qui ne travaille pas pour un parti, mais qui travaille pour la République. Si nous avons comme ça du personnel de sécurité qui travaille pour la République, nous allons avoir plus de sensibilité à cette question-là. La deuxième chose, comme je le disais au début, notre sous-région, elle doit être gérée de concert. Est-ce que vous voyez? Si nous travaillons de concert entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'il y a des troupes qui sont au Burkina Faso et qui veulent venir intervenir en Côte d'Ivoire, les Burkinabés eux-mêmes déjà vont prendre des dispositions pour empêcher cela. La même chose en Côte d'Ivoire. Je donne ces deux exemples parce que c'est deux pays frontaliers, mais c'est le cas pour tous nos pays frontaliers, entre la Côte d'Ivoire et Ghana, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, entre le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Si nous avons une politique, n'est-ce pas, conçue ensemble, un appareil conçu ensemble pour protéger nos peuples, nous pourrons vaincre cette difficulté-là. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif avec Simone Gbagbo. Que pensez-vous de son projet pour la Côte d'Ivoire? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Info Afrique, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous pour soutenir une information libre et panafricaine. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Info Afrique, la voix du continent.